Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ulysse Gosset est également de retour sur ce plateau. Libération prévue dans une poignée d'heures, dans 10 heures précisément, pour une partie des otages retenus par le Hamas. On attend ce soir de connaître la liste de ces otages. On verra le détail de l'accord qui a été passé entre Israël et le Hamas via le Qatar. D'abord, une déclaration ce soir, celle de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Il vient de prendre la parole, je vous propose de l'écouter. Ce qui nous a menés à cette libération, ce sont les efforts. Le premier effort, c'est une pression militaire massive, incessante contre le Hamas. Et j'aimerais dire un mot à Tsahal sur les efforts incroyables qu'ils font pour créer cette pression. Le deuxième effort, c'est la pression diplomatique pour la libération. Nous avons négocié durement. Nous avons tout fait pour trouver un meilleur accord. Ulysse, en quelques mots, Benjamin Netanyahou défend cet accord ce soir. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Qu'est-ce qu'il va se passer dans les heures qui viennent? L'essentiel, c'est que demain, pour la première fois depuis le début de l'opération, il pourrait y avoir une pause dans les combats, une trêve, souhaitent certains, qui durera peut-être 4 jours si elle est respectée par les deux parties. Et surtout, demain, un premier groupe d'otages israéliens, surtout des femmes et des enfants, un groupe de 10 personnes, pourrait enfin être libéré et remis à la Croix-Rouge, qui serait à l'intérieur du territoire de Gaza et qui serait en mesure d'accompagner ces otages vers le sud, vers le point de passage entre Gaza et l'Égypte pour qu'ils soient ramenés enfin en Israël. En échange, l'accord prévoit que 30 détenus palestiniens qui sont actuellement emprisonnés en Israël seraient libérés. Ça, c'est la première étape. Si tout se passe bien, il pourrait y avoir une répétition de ce scénario, 10 par 10, pour arriver à une 50aine de libérations d'otages, à nouveau essentiellement des femmes et des enfants, dont peut-être 3 enfants français, contre 150 détenus palestiniens. Et si tout se passe bien, et si la trêve est respectée, si la pause est respectée, s'il n'y a pas de bombardement, s'il n'y a pas de tir de roquettes, du Hezbollah, du Hamas, du djihad islamique, eh bien on pourrait même aller au-delà et arriver, in fine, c'est ce qui est envisagé, à la libération de 100 otages contre 300 prisonniers palestiniens qui sont actuellement dans les prisons en Israël. Voilà le scénario. Netanyahou dit ce soir que la Croix-Rouge sera autorisée à rendre visite aux otages qui ne seront pas libérés, car c'est, je dirais, le hiatus de cet accord, c'est qu'il y a seulement, entre guillemets, une centaine d'otages au total qui pourraient être libérés, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et donc la Croix-Rouge pourrait leur rendre visite si l'accord est respecté, et ça, c'est évidemment très important. Mais il ajoute: nous continuerons la guerre, elle n'est pas terminée et nous irons jusqu'au bout pour éliminer le Hamas. Bernard-Henri Lévy, est-ce que c'est un bon accord? Écoutez, d'abord, j'espère qu'il sera respecté. Et moi, je ne le croirai que lorsque je verrai vraiment les otages libérés demain. J'ai vu tout à l'heure en ligne un message d'une maman israélienne, Madame Hadas Calderon, qui disait: je ne croirai à tout ça, à tout ce marchandage, que lorsque je pourrai serrer mes 2 enfants dans mes bras. Ça, c'est la première chose. Et je crois qu'il faut essayer d'imaginer la souffrance de ces mères, de ces pères, de ces frères, de ces sœurs d'otages qui sont dans l'effroi et dans l'attente la plus absolue, qui ne savent pas s'ils sont sur la liste. Et il faut non pas s'imaginer, mais constater l'extraordinaire cruauté de ces marchands de chair que sont les gens du Hamas. Ulysse Gosset parlait 10 par 10, si ceci, si cela, ce goutte à goutte. Ça peut durer des semaines, ce goutte à goutte. Ce goutte à goutte de l'espérance, cette façon de jouer avec les nerfs des familles, il y a là quelque chose d'ignoble. Surtout quand on sait que rien ne dit qu'ils tiendront parole. Parce que n'en déplaise à l'AFP et à M. Mélenchon, on a affaire à des terroristes, le Hamas. Ce n'est pas des interlocuteurs normaux. On fait tous comme si, depuis ce matin, parce qu'évidemment, on espère tous, on fait tous comme si c'était une négociation normale. Mais c'est ce qu'a cherché le Hamas. C'est ce que cherchait le Hamas, voilà. Et je crois qu'en effet, il faut jouer ce jeu-là. Parce que quand on est en face de barbares et qu'on peut sauver quelques vies, bien sûr qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas être dupe. Et encore une fois, jusqu'à la dernière minute, moi, je ne sais pas comment raisonnent des terroristes. Et j'ai beaucoup de mal à me mettre dans la tête de ces calculateurs et de ces tacticiens
horrible. Mais la question, c'est de savoir quel poids accorder à leurs paroles. C'est ce que je vous dis. Quel poids accorder à la parole d'un terroriste? C'est pas des belligérants. J'entendais parler toute la journée certains ont parlé d'échange de prisonniers. C'est pas un échange de prisonniers. D'un côté, il y a des prisonniers. Et de l'autre côté, il y a des civils, des bébés, des vieilles dames, des gens, des innocents, et certainement pas des prisonniers. Alors quel crédit accorder à la parole du Hamas? Prions jusqu'à demain matin pour qu'en effet les libérations adviennent. Anna. Mais là, ce qu'on voit, même avec cette sémantique, c'est qu'en effet, on dit de moins en moins terroristes et de plus en plus les combattants du Hamas. En effet, on renvoie dos à dos, si vous voulez, les deux narrations. C'est-à-dire que le Hamas exige d'Israël la libération de prisonniers, mais de prisonniers qui ont été mis dans des prisons en Israël parce qu'ils avaient commis des crimes ou allaient le faire, si vous voulez, ou étaient suspects de participer à des entreprises terroristes. Donc, si vous voulez, on va avoir un goutte à goutte, une forme de supplice où vous aurez, si le cessez-le-feu est respecté des deux côtés, la pause. Voilà, mais la pause. La pause. Le mot cessez-le-feu fait aussi partie des sémantiques. C'est important. Voilà, mais bien sûr. Mais donc, si c'est avéré, il y aura 10 otages civils qui ont été kidnappés dans la barbarie, dans la terreur, dans des kibboutz, versus des 30 prisonniers palestiniens qui ont été donc mis en prison pour des faits et des crimes commis ou qui en passent d'être commis sur le territoire israélien. Donc, et on a pour le coup ce soir la liste de ces prisonniers. Ce que je veux dire, c'est qu'on est de toute façon, mais on est tous pris en otage, tous, nous, commentateurs, les politiques, l'opinion publique internationale, de cette guerre de la communication, de cette guerre des mots, de cette guerre sémantique, de cette guerre des récits. Et au fond, il n'y a pas de bonne façon de s'en sortir parce que, de facto, le Hamas a créé une situation de terreur et de sidération qui nous oblige tous à épouser en partie, même en s'en défendant, même en disant qu'on n'est pas dupe, eh bien une part de cette narration. Et c'est ce qu'on fait, et c'est ça, en fait, l'enfer de ce goutte à goutte auquel on assiste ce soir. Parce qu'on est content, bien sûr qu'on est content de se dire que peut-être demain, et en même temps, c'est l'enfer. Perico. Oui, Anna, bien sûr, et Bernard-Henri, l'abomination est encore au-delà, puisqu'on est dans de la bourse humaine. On échange 3 Palestiniens on est dans un marché absolument abominable. Pour autant, et c'est très douloureux à reconnaître, sans la pression des États-Unis, de l'Europe certainement et des familles, Benjamin Netanyahou n'aurait jamais consenti à l'échange ni au chantage. Il avait une résolution qui était de nettoyer le Hamas de la bande de Gaza. Ça ne tiendrait qu'à lui. Nous avons de bonnes raisons de croire, sans aucune preuve scientifique, nous avons de bonnes raisons de croire qu'il serait allé et qu'il avait peut-être mis une croix sur les 240 otages au nom. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Bernard? Vous en savez? Non. Les déclarations qu'il a faites, de chef de guerre qu'il est, et la façon d'escamoter qu'il a, la responsabilité qu'il a dans la situation actuelle. Je n'en sais rien. Moi, je sais qu'il y a dans beaucoup de gens le savent, la culture d'Israël, vous le savez aussi. Il y a dans la culture d'Israël un principe à quoi aucun dirigeant d'Israël n'a jamais dérogé, qui est sauver les otages à tout prix. Vous ne croyez pas qu'il est un peu à part, lui tout seul? Je parle bien de la personnalité de Benjamin Netanyahu. Je ne parle pas de Sharon, je parle de lui. J'en sais rien. Je sais que le plus spectaculaire des échanges, c'est lui qui y a procédé. Je crois, à l'époque du soldat Shalit, un otage, un Israélien, échangé contre 1027 Palestiniens. Donc ce que je veux dire, je ne veux pas entrer dans tel ou tel, et on ne va pas faire ici de la politique israélienne. Les Israéliens s'en chargent très bien tout seuls, et ils s'en chargeront encore mieux quand cette guerre sera terminée. Ce que je sais, c'est qu'il y a en effet au cœur de l'ADN et de la culture d'Israël cette idée que chaque vie est sacrée. Et je dirais même chaque vie, y compris au-delà de la mort. En Israël, on échange les dépouilles de soldats morts contre des prisonniers ou contre des terroristes. Ça fait partie de l'accord, Bernard-Henri, les dépouilles potentielles. C'est-à-dire que ça fait partie des termes de l'accord qui a été négocié. C'est quelque chose de très singulier. Bien sûr. Nous avons en Occident et en Europe ce débat. Est-ce qu'on négocie avec les preneurs d'otages ? Est-ce qu'il faut négocier avec les terroristes? Il y a des pays qui ne le font jamais, la Grande-Bretagne. Il y a des pays comme la France qui le font, mais sans le dire. Là, ça se vit via le Qatar. Là, oui, mais Israël même, la position d'Israël depuis sa fondation, c'est qu'en effet,
on négocie avec le diable si ça permet de sauver un enfant, si ça permet de ramener à la maison un soldat ou si ça permet de ramener la dépouille d'un soldat. C'est comme ça. Ça fait partie de la culture du pays. Ça fait partie d'ailleurs de la pensée des pères fondateurs et même de la pensée juive beaucoup plus anciennement. Mais simplement, de ce que l'on comprend là, et Ulysse me corrigera, les premiers otages à être libérés pourraient être des binationaux. On parlait des Américains, on parlait des Français, etc. Est-ce que après plusieurs libérations, plusieurs salves de libération, ce ne sera plus qu'un tête-à-tête entre Israël et le Hamas? Et quel danger il y a dans ce tête-à-tête-là? Le danger, déjà, c'est cette division, cette ségrégation, ce tri. C'est affreux. C'est affreux. Et que je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que nous devrions nous y prêter. Hein. Et il y a quelque chose que je trouve très digne dans la société civile israélienne d'aujourd'hui, chez les familles d'otages, c'est justement de refuser d'entrer dans cette histoire. Et moi, j'étais en Israël dès le 8 octobre. J'ai rencontré des familles d'otages. Je suis en contact avec elles. Je les ai revues à Paris. Ce qui est magnifique, bien sûr que chacun et chacune, au-dedans de soi, rêve que c'est les siens qui seront libérés. Mais la solidarité, la fraternité entre les familles est totale. Et si dans le secret de leur cœur, ils ont ce réflexe humain de dire pourvu que ça soit ma petite fille ou mon petit garçon, ils font aussi le serment tous les jours dans les manifestations qu'ils organisent devant la résidence de Netanyahou, etc. Le serment de rester solidaires quoi qu'il arrive, même s'ils ont cet affreux privilège d'être en tête de liste. On verra dans un instant qui sont les prisonniers palestiniens libérables avec vous, Lys, mais d'abord vous vouliez réagir, Géraldine. Oui, parce qu'il y a aussi une dimension atroce et internationale à tout cet épisode. Le Hamas est en train de gagner sur tous les plans, enfin dans la trajectoire qui s'était tracée, avec le rôle que reprend le Qatar dans cette négociation et sur la scène internationale. C'est-à-dire que le Qatar a toujours eu des relations à la fois chaleureuses avec les Occidentaux qu'il finance lourdement, mais avec tous les pays parias. Il accueille depuis 10 ans la branche politique du Hamas, il paye les fonctionnaires du Hamas. Il avait accueilli les talibans pendant des années, avant qu'ils puissent retourner en Afghanistan. Et il se démarque finalement de la position saoudienne qui lui demandait de rompre les liens avec les terroristes. Et là, non, c'est cette ligne qatari d'extrême complaisance avec ce qu'il y a de pire dans l'idéologie islamique qui revient sur le devant de la scène et qui est en quelque sorte légitimé parce qu'on est en train de vivre. C'est utile à court terme, à très court terme, dans l'hyper court terme. À long terme, on risque d'avoir très longtemps la nausée. La nausée? Oui, bien sûr, la nausée, mais... la nausée parce que le Qatar, notamment. Oui. Le fait que le Qatar soit dans cette position de médiation, le fait qu'il puisse peut-être demain se draper dans le rôle de sauveur d'otages, de faiseur de paix, il y a quelque chose là également d'affreux. Mais est-ce qu'on en est si dupe que cela? Et est-ce que vous croyez que les opinions occidentales sont dupes de ce double jeu du Qatar? Si le Qatar était sérieux, ça fait longtemps qu'ils auraient arrêté Ismaël Haniyeh, par exemple. Qui est le patron du Hamas. Le patron du Hamas, qui réside au Qatar, assis sur sa fortune, dans ses palais. Les Qataris, si vraiment ils disaient la vérité, auraient lancé un mandat d'arrêt contre lui. Non, il se pavane à Doha, capitale du Qatar, ou dans la région, comme si de rien n'était. Donc, bien sûr qu'on a la nausée, mais je crois qu'on l'a tous, et qu'à l'arrivée, vous savez, moi je suis pas aussi sûr que vous, que le Hamas ait gagné sur toute la ligne. Il y a déjà une chose sur laquelle ils ont perdu, c'est les tunnels. Aujourd'hui, on a vu des images sur une autre chaîne que la vôtre, on voit, ou peut-être aussi ici d'ailleurs, les tunnels qui étaient sous l'hôpital ce sont les images que vous voyez là. Ce sont les images que vous voyez là. Voilà, ont été brisés, démantelés, leur architecture a été cassée, et voilà. Ça, ce sont les dernières images données ce soir notamment par l'armée israélienne. Eh bien voilà, là le Hamas a perdu. Et là les parrains du Hamas, c'est-à-dire l'Iran,
le Qatar et peut-être la Russie ont perdu, là, dans les images que nous voyons. Christophe. C'est parce qu'il perd sur ce plan-là qu'il a décidé de changer de terrain et de venir sur cette négociation. Le Hamas ne tiendra pas sa parole parce qu'un mouvement terroriste n'a pas de parole, mais il a des intérêts. L'intérêt du Hamas aujourd'hui, il est double. C'est d'amollir les opinions internationales par ce goutte à goutte des libérations, cette clepsydre qui fait que par tranche de 10, on les libère. Donc chaque jour, on demandera une pause supplémentaire pour en avoir 10 autres. Et à ce moment-là, à un moment donné, les opinions diront « Attendez, vous n'allez pas reprendre la guerre, vous les Israéliens. Passez de la pause reconduite au cessez-le-feu. » Et ils se seront en ce moment-là peut-être réarmés, réorganisés, réalimentés. La deuxième raison, c'est qu'au bout de la libération des otages civils, femmes, enfants, où on aura dit aux Occidentaux, on a libéré les vôtres, vous voyez, on est un mouvement sympathique, on peut discuter avec le Hamas, il restera les militaires, les soldats israéliens. Et là, ça sera une autre paire de manches. Gilad Shalit, 5 ans. Et là, ils diront, mais écoutez, c'est prisonniers contre prisonniers. Ils se reconstitueront en légitimité politique. Nous, le Hamas, État, face à Israël, État. Prisonniers de guerre contre prisonniers de guerre. Et là, on aura reculé de plusieurs cases. Moi, je pense que les Israéliens ne sont pas dupes. Pendant que la pause sera en surface, le nettoyage des tunnels va continuer. Et que les terroristes qui pourront profiter de la pause pour s'évader par l'Égypte seront retrouvés comme ceux qui, à Munich, ont tué les athlètes israéliens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, personne en Israël ne parle de cessez-le-feu. Et cette distinction sémantique, c'est ça qu'elle veut dire. C'est qu'en effet, il n'y aura plus de bombardements, que les drones cesseront peut-être de voler. Mais on surveille sans drone, on surveille autrement. Mais que les opérations dans les tunnels, la neutralisation de ces machines de guerre qui étaient installées sous les écoles et sous les hôpitaux continuera. Ulysse, en échange des otages, il y a donc des prisonniers. Il y a déjà une liste de 300 prisonniers palestiniens libérables dans les jours qui viennent, en fonction de la manière dont les échanges vont pouvoir s'opérer et en fonction de la manière dont tout le monde respectera le deal qui a été passé. Qui sont ces prisonniers-là ? Alors, il faut rappeler qu'en Israël, il y a plus de 7000 détenus palestiniens, 7600, en 3 catégories. D'abord, ceux qui ont été condamnés pour des crimes qu'ils ont commis, certains à perpétuité, ils sont à peu près 2300. Il y en a d'autres qui sont en attente d'un jugement, ils sont environ 2300 aussi. Puis il y en a 2000 qui sont en détention administrative et qui n'ont pas été jugés. Parmi tout cela, Israël va d'abord libérer des femmes et des jeunes mineurs de 18 ans ou moins. Et là, effectivement, ce qui est important, c'est que dans les quelques 300 noms qui sont publiquement donnés par Israël et qui feront peut-être l'objet d'un recours de la Cour suprême israélienne pour savoir si on peut effectivement donner l'autorisation au gouvernement de les libérer, eh bien, il y a des détenus du Hamas, des détenus du djihad islamique, des détenus du Fatah, le mouvement de l'autorité palestinienne, et puis des détenus sans appartenance. Donc il y a un mix, si vous voulez, des différentes catégories de Palestiniens. Il faut dire aussi qu'Israël a une politique de détention qui est, extrêmement dure, puisque certains sont détenus sans jugement depuis des mois, pour ne pas dire des années. Donc ce sont ceux-là qui vont bénéficier les premiers, et avec une précision importante, pas de détenus qui ont commis des crimes, des assassinats, des crimes de sang ou des attentats. Et ça, c'est très important. Mais parmi, effectivement, les 300, il y a notamment 49 membres du Hamas. Détruire le Hamas, anéantir le Hamas, en libérant une partie de ses membres, on ne voit pas comment Israël peut y arriver. C'est tout l'enjeu de cette horrible tragédie, et c'est le dilemme face auquel les Israéliens sont depuis le premier jour. Je l'avais raconté dans un reportage chez vos confrères de Match. Les premières unités arrivées au bord de la bande de Gaza, tous, on ne parlait pas de vengeance, on ne parlait pas de tout ça, on parlait de comment faire les deux à la fois. Comment ramener les enfants à la maison et comment faire que le Hamas que personne ne recommence, que cette horreur du 7 octobre ne reprenne pas. Et voilà, donc c'est l'opération de libération d'otages probablement la plus difficile de l'histoire. Il n'y a pas de précédent. Il y a eu des prises d'otages de cette ampleur. Il y en a eu au Nigeria, il y en a eu en Colombie, à l'époque d'Ingrid Betancourt. Enfin, c'était des situations très différentes. Donc, une telle énormité, dans une situation aussi complexe, avec cette double obligation de sauver les vies et de casser les reins aux assassins, personne n'a jamais été confronté à cette tâche. Mais vous y croyez encore ? Casser les reins, c'est votre expression. Anéantir le Hamas, vous y croyez encore ? Oui, parce que je crois qu'il y a des unités du Hamas qui, déjà à ce jour, ont été décimées. Il y a une brigade, notamment d'après ce que disent les Israéliens renseignés, une brigade dite d'élite du Hamas qui a perdu la moitié de ses effectifs, parce que ces histoires de tunnels
c'est pas un jeu de piste, c'est une infrastructure militaire extraordinairement sophistiquée et dont on a de bonnes raisons de penser qu'elle est en train d'être brisée. Donc j'y crois. Mais bien sûr que c'est, encore une fois, jamais. On a vu NTB, c'était il y a 40 ans, 50 ans, 1974, libération d'otages extraordinairement difficile. Rien ne fut aussi difficile que ce à quoi les mamans, les pères, les Israéliens aujourd'hui sont confrontés avec cette prise d'otages massive. Il y a juste une information qui est importante, c'est que au-delà de l'échange otages contre détenus, il y a la possibilité pendant ces jours de pause ou de trêve, comme on voudra, d'amener des vivres, des médicaments aux populations palestiniennes. Et Gaza en a besoin, les Gazaouis en ont besoin, et désespérément besoin d'une trêve aussi. Voilà, et donc la situation des hôpitaux est catastrophique, on le sait, la situation des enfants qui sont à l'intérieur est catastrophique, donc les organisations humanitaires qui ont été très critiquées et des Nations Unies vont pouvoir rentrer dans Gaza, et pas simplement avec 500 camions, mais peut-être avec des milliers de tonnes de vivres et de médicaments qui sont absolument indispensables. Ça ne va pas rétablir l'eau courante, etc., mais ça va être extrêmement important. Et ça explique aussi que s'il y a eu cet accord, c'est cette pression qui a été extrêmement forte des Américains. 3 fois, le président Biden, dans les derniers jours, a appelé Netanyahou pour lui dire qu'il fallait accepter cet accord, parce qu'en fait, la guerre de Gaza est devenue un problème de politique intérieure pour les Américains. Et donc, ce qui risque de remettre en cause même la prochaine élection de Joe Biden aux États-Unis. Et c'est cela qui explique aussi, et donc, dans ce contexte, le fait qu'il y ait une pause qui permette d'acheminer des vivres et des médicaments aux populations civiles, qui sont les boucliers humains du Hamas, est extrêmement important. À l'instant, information importante, le bureau de Benjamin Netanyahou annonce que la libération des otages ne se ferait pas avant vendredi. Information donnée à l'instant. On n'a pas d'explication. Raison pour laquelle je vous disais en commençant qu'il fallait être très prudent et attendre de le voir pour y croire. Absolument. Ça s'appelle un supplice. Je veux dire, et dans le même temps, Netanyahou est obligé de venir dire devant les membres de son gouvernement et devant les Israéliens que c'est pas la fin de la guerre. Il dit, j'entends beaucoup de bêtises selon lesquelles après avoir donc fait une pause, eh bien nous arrêterions la guerre. Je voudrais clarifier, nous sommes en guerre et nous continuerons à nous battre. On est vraiment dans cet écartèlement-là et dans la classe politique israélienne, dans la société israélienne. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a eu une pression incroyable de la société israélienne pour la libération des otages et pour en faire la priorité numéro 1. Et en même temps, aucun membre de la classe politique israélienne, quel que soit le parti, ne veut l'arrêt de la guerre. C'est là que se trouve Israël. On pourra éradiquer autant que l'on voudra, sans cesse et sans cesse, on pourra nettoyer tout ce qu'on veut. Cette dynamique abominable se reconstituera tant qu'Israël n'aura pas évacué les territoires conquis depuis les accords d'Oslo. Je dis bien depuis les accords d'Oslo. Et là, il faut sauver. L'urgence aujourd'hui est de sauver Israël, peut-être contre elle-même. C'est la solution sine qua non pour qu'on trouve un début de solution. L'armée française, Bernard-Henri, avait gagné en 62 contre le FLN. L'Algérie est toujours une indépendante. Le territoire dont nous parlons ce soir et dont nous parlons depuis le 7 octobre, c'est-à-dire Gaza, avait été libéré de toute occupation. Il n'y a plus... Non, attendez. Bien sûr. Il n'y a plus un Israélien à Gaza depuis 2005. Oui. Et or, c'est ce territoire-là qui a été transformé en une immense base de lancement de missiles et de roquettes par les terroristes. Avec les millions de dollars du Qatar véhiculés sous la garde de l'armée israélienne. C'est la raison pour laquelle... Dites tout, Bernard-Henri. Dites tout. Avec les milliards de dollars de l'aide humanitaire... Transférés grâce au gouvernement israélien, sous protection de l'armée israélienne. C'est un fait, ça a été vu. Mais bien sûr, mais... Que vouliez-vous que fit d'autre le gouvernement israélien, quel qu'il soit? Il fallait, on l'aurait accusé de laisser les Gazaouis mourir de faim, on l'aurait accusé de les empêcher d'accéder à l'eau courante, à l'électricité. Bien sûr que dès lors que les Palestiniens ont fait ce choix, naturellement, mais dès lors que les Palestiniens de Gaza ont fait ce choix suicidaire d'élire le Hamas et de s'y rallier massivement, en effet, les voisins n'avaient pas d'autre choix que de faire avec, naturellement. Bernard-Henri Lévy, je voulais vous entendre ce soir sur un point encore, cette tribune d'anciens de HEC, l'école de commerce HEC, qui dénonce notamment les propos d'un prof de cette école de commerce, qui a expliqué sur les réseaux sociaux que ce qui s'était passé le 7 octobre, c'était un soulèvement des colonisés, qui parle d'Israël comme d'un État coupable de génocide, d'apartheid. Ces anciens d'HEC demandent à la direction
de réagir en expliquant qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des dérives dans les universités françaises, comme ça a pu être vu aux États-Unis. Est-ce que c'est votre crainte aussi? Qu'est-ce que vous demandez ce soir après ces propos-là? C'est des propos abjects et idiots. C'est des propos abjects parce que transformer un pogrom en révolution de colonisés, c'est une insulte aux colonisés, c'est une insulte aux révolutions et c'est une insulte naturellement aux victimes. Et c'est idiot parce que il n'y a rien dans cette relation, dans cette guerre, qui ressemble en quoi que ce soit avec un paradigme colonial. Et il faut arrêter avec cette histoire d'Israël État colonisateur. Il faut arrêter avec cette idée que les Palestiniens participeraient d'une lutte anti-impérialiste. Tout ça est absurde. L'impérialisme d'aujourd'hui, le colonialisme d'aujourd'hui, il est incarné à Téhéran, à Moscou, en Chine. C'est ça les impérialistes aujourd'hui. Le minuscule petit Israël, il est impérialiste de quoi? Il est colonisateur de quoi? Quelle était la présence coloniale à Gaza? Il y a des colons sur le territoire en Cisjordanie. Il y a en effet des colonies ou des implantations selon, on peut les appeler des deux manières, en Cisjordanie, mais que je sache, la Cisjordanie n'a pas été annexée, elle n'est pas colonisée. Une immense majorité des Israéliens aujourd'hui, de gauche et de droite, tous ceux et toutes celles qui défilaient avant le 7 octobre, tous les samedis, contre la réforme judiciaire, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais on faites ce que vous voulez de la Cisjordanie, créez un État palestinien, dès lors qu'il ne servira pas de rampe de lancement à des roquettes. Donc, l'État contre la paix, c'est aujourd'hui le désir d'une très grande masse d'Israéliens, et probablement la majorité. Pour conclure, vraiment pour conclure. En un mot, il y a un temple juif à Jérusalem depuis des millénaires. Il n'y avait pas une trace française en Algérie avant que Bugeaud mette le pied là-bas. Donc parler de colonisation pour cette terre d'Israël, c'est juste stupide historiquement. Ça ne règle en rien la complexité du problème politique et géopolitique, mais c'est un abus de langage qui, évidemment, veut retourner la charge de la victime contre le bourreau et vice-versa. Pas de libération d'otages avant vendredi, c'est ce que dit ce soir le cabinet de sécurité nationale israélienne. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'avoir été notre invité. Merci Ulysse Gosset d'avoir été également avec nous ce soir.